Ici, au lieu de la compagnie du Taureau Noir, c'était l'élite absolue du royaume de Clover, l'Aube d'Or, que l'empereur mage Julius Nova Chrono avait envoyé au sanctuaire englouti afin de récupérer la pierre magique qui s'y trouve. Et si cette mission, connue pour être l'une des plus périlleuses, que se serait-il réellement passé? L'Aube d'Or aurait-elle accompli cette mission avec brio en surmontant chaque épreuve que les Trous Noirs ont affrontée? Ou bien cette perfection apparente aurait-elle fini par devenir leur plus grande faiblesse face à un ennemi incarnant le désespoir? Et surtout, l'histoire aurait-elle pris une tournure totalement différente? C'est précisément ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un scénario alternatif fascinant de Black Clover où l'on réécrit complètement l'arc du sanctuaire englouti. L'objectif est simple, déterminer si l'élite du royaume aurait réellement fait mieux que les Taureaux Noirs ou si au contraire tout aurait tourné à la catastrophe. Mais avant d'aller plus loin, posons une règle essentielle. Dans cette version de l'histoire, William Vengeance n'est pas un traître. Il n'héberge pas le chef de l'œil maléfique du crépuscule. À la place, imaginons que ce rôle soit occupé par un autre capitaine agissant dans l'ombre. Ce changement est crucial pour garantir la cohérence de ce scénario. Vous comprendrez pourquoi par la suite. Alors installez-vous confortablement, on commence. Juste après la découverte de la trahison de Geld Poiseau, au lieu de convoquer Yami, Sukehiro et Asta, Julius décide d'appeler William Vengeance ainsi que Langris Vaud. Il leur confie une mission capitale, se rendre au sanctuaire englouti pour récupérer la pierre magique avant l'œil maléfique du crépuscule. Dans l'histoire originale, les Taureaux Noirs parviennent à pénétrer dans le sanctuaire grâce à la magie aquatique de Noël Silva et l'anti-magie d'Asta. L'Aube d'Or, elle ne possède pas ce type de magie atypique. Cependant, elle est composée de mages d'élite, majoritairement issus de la noblesse et dotés d'une maîtrise exceptionnelle de leur pouvoir. Il est donc évident qu'ils auraient trouvé une solution, probablement en concevant un engin magique capable de naviguer sous l'eau, inspiré des dispositifs utilisés lors des précédentes invasions du royaume par l'œil maléfique du crépuscule. Des mages comme Klaus, Alekdora ou encore Yuno auraient pu collaborer pour créer un tel dispositif. Une fois sur place, il rencontre le grand maître du sanctuaire. Il comprend immédiatement leur intention. Il propose alors un tournoi opposant les membres de l'Aube d'Or aux meilleurs combattants du sanctuaire. Comme dans l'histoire originale, William reste en retrait et observe les combats. Les affrontements se déroulent globalement de la même manière, une différence près. L'Aube d'Or se montre bien plus efficace que les Taureaux Noirs à ce stade de l'histoire. Des mages comme Klaus dominent rapidement leurs adversaires. Mimosa Vermilion est retenu par Kaono, tandis que Yuno surclasse facilement son premier opposant avant de rencontrer Kiato. De son côté, Langris, sûr de sa supériorité, décide d'affronter directement le combattant le plus puissant du sanctuaire, à savoir le fils du grand maître. À ce stade, tout est sous contrôle. L'Aube d'Or semble clairement faire mieux que les Taureaux Noirs. Mais tout change avec l'arrivée de Veto. Veto incarne le désespoir. Il possède une puissance colossale, une endurance extrême, une vitesse impressionnante, une défense quasi impénétrable et une capacité de régénération redoutable. Et c'est là que le problème apparaît. L'Aube d'Or repose essentiellement sur la magie pure, contrairement aux Taureaux Noirs qui disposent des capacités atypiques. Sans Asta et son anti-magie, vaincre Veto devient extrêmement compliqué. Cependant, l'Aube d'Or possède tout de même un atout majeur. Il s'agit de Langris Vaud. Sa magie spatiale est capable de traverser presque toutes les défenses. Elle représente une véritable menace pour Veto. Lorsque Veto intervient, il interrompt le combat entre Langris et son adversaire. Il déploie ses spies pour affronter les autres combattants et démontre immédiatement sa supériorité en neutralisant le plus puissant guerrier du sanctuaire d'un seul coup. Plusieurs membres de l'Aube d'Or sont alors retenus par ses subordonnés, tandis que d'autres rejoignent progressivement l'arène principale. William, quant à lui, est piégé à l'extérieur par une barrière spatiale incapable d'intervenir. Dans l'arène principale, Langris affronte Veto avec deux autres mages, mais ils sont rapidement dépassés. Langris comprend alors qu'il doit se battre sérieusement. Il lance ses sorts les plus puissants, mais Veto parvient à les esquiver. Il reconnaît immédiatement le danger que représente la magie spatiale. Malgré ses efforts, Langris commence à s'épuiser. Veto profite d'une ouverture pour porter une attaque décisive, mais Yuno et Kiato interviennent à temps pour le sauver.
Peu à peu, les renforts arrivent. Taono, Mimosa, puis d'autres membres de l'Aube d'Or. Alors vous allez me demander comment les autres mages ont fait pour retrouver Langris dans l'arène principale. Eh bien, cela est dû au fait que William et le grand prélat ont vu la dangerosité que représentait Veto et ont passé un communiqué de la même manière que cela s'est produit dans la trame principale, comme l'a fait Yami Sukihiro à ses subordonnés. Veto se retrouve face à plusieurs adversaires, dont deux particulièrement gênants. Langris pour sa magie offensive et Mimosa pour sa magie de soin. Conscient du danger, Veto décide d'activer toute sa puissance en utilisant le pouvoir du troisième œil. Sa force, sa vitesse et sa régénération augmentent drastiquement. Face à cette menace, les mages s'organisent, mais leur coordination laisse à désirer. Kaono et Kiato combattent en parfaite synergie. En revanche, Yuno et Langris peinent à coopérer, leur personnalité étant totalement opposée. C'est là toute la différence avec les taureaux noirs. Dans l'histoire originale, Asta, Vanessa et Finral ont réussi à rivaliser avec Veto grâce à une combinaison unique. L'anti-magie, la magie de soutien et la téléportation grâce à la magie de film de Vanessa. Leur coordination improvisée a été la clé de leur succès. Ici, malgré leur supériorité numérique, l'Aube d'Or ne parvient pas à prendre l'avantage. Les attaques de Yuno sont puissantes mais inefficaces face à la défense de Veto. Langris représente une menace mais il manque de mobilité et d'endurance pour tenir seul. Veto élimine rapidement les maillons faibles et tente de cibler Mimosa pour briser le soutien de l'équipe. Même avec des renforts, le problème persiste. Plus le combat dure, plus les mages s'épuisent, tandis que Veto conserve une réserve de mana impressionnante. Dans la timeline originale, l'anti-magie d'Asta était essentielle. Elle empêchait la régénération de Veto et affaiblissait progressivement sa défense. Sans cela, le combat devient presque impossible à gagner. Ainsi, malgré leur puissance, leur discipline et leur supériorité numérique, l'Aube d'Or se retrouve en grande difficulté. William étant bloqué à l'extérieur, aucune intervention de sa part ne sera possible, étant donné qu'il ne maîtrise pas une magie capable de briser l'espace dimensionnel que le spire de Veto a eu à poser en avance pour l'empêcher de rejoindre ses compagnons. Alors, comment s'en sortirait-il? Parviendrait-il à synchroniser leurs attaques pour vaincre Veto? Yuno connaîtra-t-il une évolution décisive face à cet ennemi écrasant? Et même en cas de victoire, serait-il capable d'empêcher l'autodestruction de Veto comme l'a fait Yami dans l'histoire originale? Voilà qui conclut ce petit scénario alternatif autour de l'affrontement entre l'Aube d'Or et Veto. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, alors n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner et à partager et à me dire en commentaire selon vous quelle peut être votre fin à vous de ce petit scénario. N'hésitez pas à donner votre avis et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo.